l'épisode d'aujourd'hui du podcast Kwibuka, les troupes françaises, accompagnées par 3 journalistes internationaux, se sont rendues à Bisesero et à leur arrivée, les réfugiés Tutsis se sont cachés parce qu'ils ne leur faisaient pas confiance. L'un des réfugiés qui parlait français leur a raconté comment ils avaient résisté pendant 2 mois. Le lieutenant-colonel Duval, commandant des forces françaises sur place, a envoyé un rapport à Paris sur ce qu'il venait de voir à Bisesero, en disant qu'il était prêt à aider les réfugiés Tutsis, mais ses supérieurs à Paris l'ont empêché de les sauver. Les réfugiés Tutsis ont été abandonnés dans les mains des tueurs, et ces derniers ont lancé une attaque de 3 jours entre le 27 juin et le 30 juin 1994. Ces massacres ont fait plus de 2000 victimes Tutsis, à 3 km seulement de l'endroit où se trouvaient les forces françaises qui étaient stationnées à Dissita. Les faits marquant l'exécution du génocide commis contre les Tutsis le 27 juin 1994. À cette date, à Bisesero, les militaires français ont abandonné les Tutsis entre les mains des génocidaires. En effet, le 27 juin 1994, 3 journalistes, dont Patrick de Saint-Exupéry et Sam Kilé, ont accompagné les militaires français du commando parachutiste d'Horaire, commandé par le lieutenant-colonel Diego, de son vrai nom Jean-Rémy Divar, qui se rendait à Bisesero. Arrivés dans le colonel de Bisesero, ils ont aperçu quelques survivants qui ont vite disparu. Un réfugié, Eric Nzabahimana, apparaît aux Français. Il leur a expliqué qu'ils étaient à bout, que cela faisait 3 mois qu'ils se battaient et fouillaient les groupes de tueurs qui les pourchassaient tous les jours. Petit à petit, d'autres survivants ont rejoint le groupe. Le journaliste Patrick Saint-Exupéry a constaté qu'ils étaient d'une grande maigreur, les vêtements en lambeaux, et nombre d'entre eux avaient des blessures causées par des coups de machette. Un enfant, une fesse gauche arrachée et un homme le bras droit à moitié sectionné. Les survivants ont montré une fosse commune creusée à quelques mètres de là, ainsi que le cadavre encore frais d'un homme tué 2 heures plus tôt. Ensuite, les survivants ont reconnu le guide des Français, Jean-Baptiste Touadirezu, un des chefs des miliciens qui les traquait. Ce milicien voulait détourner les Français pour qu'ils ne voient pas les survivants et les amener plutôt dans des cas de déplacés Hutus installés près de Gisovu. Diego a assuré aux réfugiés Tutsis qu'il reviendrait dans 2 ou 3 jours et qu'en attendant, il fallait se cacher. De retour à Kibuye, Diego s'est confié à Patrick Saint-Exupéry qui l'a rapporté en ces termes. Le lieutenant-colonel était encore sous le choc. J'ai de l'expérience, mais ça, il ne se fait pas d'illusions. Avant que l'on puisse intervenir à Bisesero, au moins 2000 autres réfugiés seront assassinés. L'air épuisé et plein de remords, l'officier envoie ces informations à l'état-major. À eux, dit-il, de prendre une décision. Si on part là-bas, protéger ces milliers de gens traqués comme des animaux, on s'engage d'un côté et on risque d'avoir toutes les milices et les autorités locales contre nous. Nous, on est prêts. Nous obéirons aux ordres. Mais sont-ils prêts à Paris? Dans son livre L'inavouable, constituant en la développant la rencontre et la bande, Patrick Saint-Exupéry a écrit que de retour à Kibuye, Diego restait pendu à son téléphone crypté, adressant à Paris rapport sur rapport. Le refus d'intervenir à Bisesero est venu directement de Paris. Les 2000 Tutsis ont été abandonnés et tués malgré les propos rassurants du lieutenant-colonel Diego. Les rescapés de Bisesero sont unanimes pour dire que suite à la rencontre avec les militaires français, les attaques se sont amplifiées durant les 3 jours précédents les retours. Selon les rescapés de Bisesero, au moment de la rencontre avec Diego et son groupe, ils étaient environ 2000 survivants. Après 3 jours de massacre intensif, 800 seront finalement sauvés. Le pessimisme de Diego lorsqu'il déclare à Patrick Saint-Exupéry qu'avant que l'on puisse intervenir à Bisesero, au moins 2000 autres réfugiés seront assassinés est pour le moins curieux, tout comme le fait qu'il considère que porter secours aux Tutsis de Bisesero serait prendre parti dans le conflit. Ceci semble dénoter, au-delà peut-être de sa compassion personnelle, une vision de la mission dans laquelle il est engagé, éloignée de l'objectif humanitaire déclaré de sauver les vies en danger. La présence des Français à Bisesero a permis en effet aux tueurs de se rendre compte que contrairement à ce qu'ils croyaient, il restait encore de nombreux survivants à Bisesero. Cette information a été le motif d'une mobilisation générale des tueurs et des alentours, mais aussi de faire venir des renforts de Tiangougou et Kibuye. Entre les dates du 28 et du 29 juillet 1994, des centaines de miliciens arrivent de tous côtés se réunir au centre de Dissita.
Cette immobilisation se fait sous les yeux de militaires français installés depuis environ 2 jours à Djichita. Environ 70 éléments des troupes d'élite françaises, des commandos de marine et des membres du GIGN se sont en effet installés dans les bâtiments de la commune de Djichita le 25 ou le 26 juin 1994. La mobilisation générale, rassemblant plusieurs centaines de tueurs dans le petit centre de Djichita, s'est faite sous les yeux des militaires français et de marins gilliers et chefs. Chaque matin, pendant 3 jours, ces tueurs montaient vers Bisesero pour traquer les Tutsis. Pour se rassembler dans Djichita, ils devaient passer devant les 3 barrières érigées par les soldats français aux principaux points d'entrée et de sortie du village. Ceci montre clairement que les Français ont laissé les miliciens aller à Bisesero pour tuer les Tutsis. L'abandon par Diego de Silvan de Bisesero et le refus par Emmanuel Gillier d'aller sauver les Tutsis de Bisesero mènent vers la responsabilité de son supérieur hiérarchique, le colonel Jacques Rosier. En effet, Diego a prévenu le colonel Rosier de sa découverte. De plus, Gillier a dit que, par 2 fois, il avait sollicité l'autorisation de se rendre à Bisesero le 27 et le 28 juin 1994. Or, Diego et Gillier sont les subordonnés directs de Jacques Rosier qui, par ailleurs, suivaient de près l'évolution de la situation sur le terrain. Il est donc quasiment certain que Jacques Rosier a reçu de ces 2 subordonnés l'information concernant la situation désespérée des survivants de Bisesero et la demande d'intervenir. Il est donc évident que l'abandon des survivants de Bisesero émane d'une décision directe du colonel Jacques Rosier de ne pas intervenir pour sauver à temps les Tutsis de Bisesero. La déclaration du colonel Rosier qu'il a faite au journal Libération du 27 juin 1994 permet de comprendre la logique complice de son action. Il a dit comme ceci: les miliciens font la guerre. Par souci de neutralité, nous n'avons pas à intervenir. Sinon, demain, s'il y a des infiltrations de rebelles, on nous fera porter au chapeau. Fin de citation. Au-delà de l'action du colonel Rosier, l'affaire de Bisesero permet de voir l'adoption par la hiérarchie militaire française d'une position que l'on ne peut même plus qualifier d'ambiguë. À cet égard, le renversement des rôles entre victimes et bourreaux dans le briefing préparant les troupes à la mission au Rwanda est particulièrement révélateur. Pour rappel, signalons que l'adjudant Thierry Prignon, qui était à Bisesero lors de l'opération turquoise, affecté au détachement COS, dirigé par le capitaine marin Gillier, le Révert, lorsqu'il explique à la journaliste Laure de Villepien, dans son interview, qu'à sa base en France, on leur avait dit que c'était les Tutsis qui massacraient les Hutus. Cette inversion des rôles, dans le cadre du génocide, révèle une hostilité envers les populations civiles Tutsis, encore survivantes, car l'armée française était censée venir sauver, ainsi qu'une connivence avec les génocidaires Hutus. Encore une fois, l'attitude des militaires français allait s'avérer ambivalente envers les protégés. D'abord, les militaires français se sont empressés de désarmer les survivants Tutsis, alors qu'ils laissaient les armes aux miliciens et aux militaires des phares qui passaient près des camps de réfugiés. Ensuite, lorsque les réfugiés Tutsis signifiaient à leurs soi-disant protecteurs qu'ils préféraient aller rejoindre le territoire sous contrôle des FPR plutôt que de rester sous protection française, les militaires français arrêtaient de les nourrir, poussant ainsi certains réfugiés à se risquer en dehors du camp pour chercher à manger. Certains ne revenaient pas et ils furent massacrés par un groupe de tueurs qui continuaient à rôder autour du camp de Bisesero. Enfin, les militaires français affectés qui ont effectué le transfert de quelques Tutsis vers la zone de FPR le faisaient de façon brutale, mettant en danger la vie des survivants Tutsis. Les survivants de Bisesero, gravement blessés et transportés d'urgence à Goma par l'armée française, gardent un souvenir très amer du traitement reçu des médecins militaires français. Ils les accusent d'une part de les avoir traités de façon profondément humiliante, mais plus grave encore, d'avoir procédé à des amputations abusives de leurs organes. L'unité en charge de la série médicale militaire à Goma est le groupe médico-chirurgical aéroporté, constitué de 12 membres, comprenant 2 chirurgiens, un anesthésiste ainsi que des infirmiers et des infirmières. Pascal Moussi, survivant de Bisesero transporté à Goma le 1er juillet 1994, raconte les conditions de leur séjour à Goma, la façon dont les militaires français ont rassemblé tous les blessés et ont amené les cas les plus graves à Goma pour y être soignés. Il indique que les blessés ont été transportés sur des tentes en caoutchouc et étalés à même le fond des hélicoptères. Ils ont été installés dans le jardin de l'hôpital de campagne des militaires français, tout comme près de l'aéroport de Goma, et ont commencé à être soignés le lendemain de leur arrivée, mais n'ont pas eu un traitement adéquat. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.